messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le premier sommet sur l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana s'est tenu aujourd'hui à Abidjan. Le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen veulent renforcer leur coopération dans divers domaines pour le développement de leurs pays respectifs. L'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique en soutien à la constitution de l'IDA 21 a clos ses travaux à Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé appelle à une mobilisation d'au moins 120 milliards de dollars, soit 70 000 milliards de francs CFA pour la lutte contre la pauvreté en Afrique. Clap de fin du premier colloque des sénateurs africains à Yamoussoukro, l'Ivoirienne Kandia Camara a été portée à la tête de l'association des Sénats d'Afrique. La nouvelle présidente entend travailler pour le succès des chambres hautes et le triomphe du bicaméralisme sur le continent. Yamoussoukro abritera le siège de l'association. Le prix Nobel de la paix 2024 a été attribué ce vendredi à l'organisation japonaise Nihon Idanchio, fondée en 1956 et qui regroupe les survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cette distinction récompense ses efforts pour un monde sans armes nucléaires. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'axe Yamoussoukro-Accra sera fermé. Le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo étaient en réunion aujourd'hui à Abidjan. C'est le premier sommet sur l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana signé en octobre 2017 à Accra. Les lignes bougent très bien. La coopération ivoiro-ghanéenne se bonifie aussi dans divers secteurs pour le développement des deux pays. Cet accord concerne notamment les produits agricoles, la lutte contre l'orpaillage clandestin. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi, au palais présidentiel au Plateau, le chef de l'État Alassane Ouattara reçoit le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Les deux présidents prennent part au premier sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana. Signé en octobre 2017, cet accord veut insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. La signature d'un accord de partenariat stratégique, au-delà des liens séculaires et des idéaux que nous partageons, répond au besoin de mettre en exergue notre volonté commune de renforcer la coopération entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Plus précisément, l'accord de partenariat stratégique entre nos deux pays a pour ambition de raffermir et d'harmoniser nos politiques et initiatives d'intérêt commun dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l'économie du cacao, l'environnement, l'exploitation minière et les politiques économiques. Dans un contexte mondial marqué par des défis multiformes tels que la contrebande sur les produits agricoles, l'orpaillage clandestin, le terrorisme, ce rendez-vous ont harmonisé les politiques et initiatives d'intérêt commun. Ces défis et menaces nous interpellent et exigent de nous une grande mutualisation de nos efforts. Dans ce contexte, nous devons agir de façon concertée pour, entre autres, juguler les menaces terroristes transfrontalières, lutter contre la contrebande des produits agricoles, minimiser l'impact du changement climatique et éradiquer le phénomène de l'orpaillage illégal qui pollue nos eaux, en particulier les bassins versants des fleuves Tanoé et Bia. Occasion pour le nouveau protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de plaider pour une désescalade de la violence dans les régions du monde en conflit. Ces conflits, avec leur lot de souffrances et d'urgence humanitaire, constituent des sources de graves préoccupations. Il est donc de notre responsabilité de continuer à appeler à la résolution pacifique de ces différends et à démarrer que les populations vulnérables puissent avoir accès sans restriction à l'aide humanitaire.
Le président ghanéen, qui salue la force de cet accord de partenariat, a saisi l'occasion de ce sommet pour faire ses adieux aux institutions ivoiriennes. Il a remercié le chef de l'État Alassane Ouattara pour son engagement pour la sous-région. Nos deux pays vont continuer à élargir et développer pour l'avenir prospère de nos deux peuples. Alassane, merci pour tout, pour votre sagesse, pour votre solidarité et surtout pour votre amitié. Les deux chefs d'État ont pour finir réaffirmé leur volonté commune d'entretenir un partenariat solide et durable dans l'intérêt de leurs deux pays. Voilà, et ce premier sommet ivoiro-ghanéen a été sanctionné par un communiqué. Il engage les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, à renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines, notamment ceux de la défense et de la sécurité, des industries de la noix de cajou et du cacao et la mise en place de l'éco. On retrouve Alexis Ouedraogo. Le communiqué qui sanctionne les travaux de ce sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana pose en premier point l'importance d'efforts conjoints en matière de sécurité et de défense. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance du partage d'informations, des opérations militaires conjointes, des exercices d'entraînement conjoints et de l'échange de technologies, ainsi que la nécessité d'un front uni dans la lutte contre les menaces émergentes et persistantes qui pèsent sur la paix et la stabilité régionale et internationale. S'agissant de sécurité sous-régionale, les présidents soulignent la nécessité de promouvoir la stabilité politique en Afrique par un dialogue inclusif constant et une transition pacifique du pouvoir. Le sommet a condamné le terrorisme sous toutes ses formes. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité d'une approche globale qui s'attaque aux causes profondes de l'extrémisme et favorise la résilience des communautés face à la radicalisation. Au plan économique, il s'agit de tout mettre en œuvre pour le lancement d'ici 2026 de la monnaie unique ECO. Les présidents sont convenus d'approfondir leur coopération dans les domaines de la culture, de la transformation et de la commercialisation du cacao et de la noix de cajou. Les deux chefs d'État ont invité leurs ministres respectifs à renforcer la compétitivité et la durabilité des industries de la noix de cajou et du cacao, afin d'améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs locaux et de favoriser la croissance économique. Développement de l'élevage, recherche et harmonisation des protocoles vétérinaires, les chefs d'État reconnaissent le rôle essentiel de cultures stratégiques à haute valeur ajoutée afin d'accroître l'autosuffisance alimentaire. Les deux chefs d'État sont convenus de collaborer au développement de l'élevage, à des initiatives de recherche communes pour la mise au point de vaccins, à l'harmonisation des produits, normes et protocoles vétérinaires, ainsi qu'au développement de l'irrigation et à la gestion des ressources en eau, en partageant les meilleures pratiques par le biais de programmes de formation et de visites d'échange. La rencontre d'Abidjan s'est aussi prononcée sur l'actualité internationale. Les deux chefs d'État ont souligné le besoin urgent de dialogue, de désescalade des tensions et de résolution pacifique des conflits dans la région. De même, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, condamnant les récentes escalades et violations du cessez-le-feu, tout en appelant à une résolution pacifique du conflit par le dialogue. Les deux chefs d'État ont convenu se retrouver très bientôt en vue de procéder à la signature de 3 protocoles d'accord portant sur l'exploitation des aérodromes entre les deux pays, sur la météorologie et sur la gestion aéroportuaire. Voilà, et tout ce que l'on pouvait retenir sur le premier sommet concernant l'accord de partenariat stratégique Côte d'Ivoire-Ghana tenu aujourd'hui à Abidjan. Choose Africa, ou si vous voulez, choisir l'Afrique. C'est un projet porteur pour notre pays. Le gouvernement ivoirien fait de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités. Un partenariat vient donc d'être signé à la primature avec l'Agence française de développement pour une croissance des startups. Ce sont environ 48 milliards de francs CFA qui seront mis à contribution pour l'essor de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a assisté à la signature de la convention.
L'attention est aussi portée sur l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique en soutien à la constitution de l'IDA 21 qui a clos, je rappelle, ses travaux hier ici à Abidjan. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a appelé à une mobilisation d'au moins 120 milliards de dollars, soit 70 000 milliards de francs CFA pour le développement de projets sur le continent, notamment dans le domaine de l'emploi. Léon Bro, le reportage. Une journée d'échange et de réflexion sur les besoins de financement du développement de l'Afrique, puis les dirigeants en phase avec l'Association internationale pour le développement sur le volume de la 21e aide de l'institution, en abrégé IDA 21. Au moins 120 milliards de dollars à mobiliser. Je me réjouis de l'accord d'Abidjan qui appelle les dirigeants du G20 et d'autres pays partenaires à soutenir le développement de l'Afrique en s'engageant dans le cadre de la 21e reconstitution des ressources de l'IDA. Ce plaidoyer du Premier ministre au regard des défis à relever, 9 prioritairement, dont l'emploi des jeunes. Le premier défi est lié aux conditions de financement, y compris la problématique de la notation de nos pays qui doit être adaptée pour mieux prendre en compte tout le potentiel qui est le nôtre. Le deuxième défi, c'est le défi de l'emploi des jeunes et de l'adéquation formation-emploi, y compris la massification des programmes de qualité. Le troisième défi, c'est le défi de l'enseignement technique et professionnel pour marier formation et emploi. Le quatrième défi est lié à la mise en place de guichets spécifiques alliant souplesse et prise en compte des difficultés de la jeunesse dans le financement. En plaidant pour la mobilisation des partenaires au développement autour de l'IDA 21, le chef du gouvernement ivoirien engage les États et la Côte d'Ivoire en particulier aux réformes économiques. Objectif, croissance économique, question au centre de la table ronde des chefs d'État et de gouvernement. À cette tribune, le Premier ministre Robert Begré-Mambé partage le secret de la performance économique impulsée par le président Alassane Ouattara. Ce qui a été notre chance, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui avait une vision, des objectifs et une méthodologie. Et cette méthodologie a permis que nous mettions en place des programmes spéciaux pour les jeunes, que nous avons appelés le PJ-Gouv, et pour donner un schéma très simplifié. Dans ce PJ-Gouv, on a identifié qu'on mettait en place 1 milliard de francs tous les jours à la disposition des jeunes pour leur développement. L'IDA 21 est en hausse d'au moins 30 milliards par rapport à l'IDA 20 d'un volume de 90 milliards de dollars. Et en marge de cette Assemblée pour le développement de l'Afrique, le directeur général de l'Agence française de développement, le président du groupe de la Banque mondiale, en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mambé, ils ont tous visité le centre d'Aikin. Ce centre est le fruit du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé pour la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance. Et cette école facilite l'insertion des jeunes. Léon Bro. Lycée technique d'Abidjan, centre de formation d'Aikin. Natogoma, licence en droit et apprenti froid climatisation en plein dépannage de Split. Comme pour montrer au président du groupe de la Banque mondiale et au directeur général de l'Agence française de développement, tous conduits par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, les compétences garanties par le centre d'Aikin. Tous les métiers du froid en seulement 4 mois de formation. C'est ici que le chef du gouvernement enfile la blouse du pédagogue pour expliquer à ses hôtes l'ambition du chef de l'État. Offrir aux jeunes de 16 à 35 ans, quels que soient leurs atouts intellectuels, un emploi à partir de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le rêve que nous caressons, c'est de voir des jeunes Ivoiriens dans tous les secteurs d'activité, depuis le second œuvre du bâtiment jusqu'au sommet de la hiérarchie en ce qui concerne les technologies les plus pointues. L'enseignement technique ivoirien doit permettre aux jeunes d'avoir tous les niveaux de diplômes jusqu'au niveau ingénieur, chercheur et inventeur pour promouvoir en Côte d'Ivoire une technologie à l'ivoirienne calquée sur l'expérience des autres pays.
Mais seulement 6% des jeunes dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Or, Robert Begré-Mambé et ses collaborateurs chiffrent les objectifs du gouvernement à 15% en 2030 et à plus de 30% à l'horizon 2040. Suffisant pour convaincre les hôtes du Premier ministre quant à leur appui au déploiement de l'école de la deuxième chance et son centre de formation d'Aikin. Les mêmes recettes, les mêmes instruments, les mêmes partenariats que ceux que nous avons bâtis au service du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour l'enseignement primaire, le collège, avec de vrais résultats, je crois. Il faut maintenant les appliquer avec beaucoup d'ambition et de force pour l'enseignement technique. La jeunesse, il faut lui donner la chance d'avoir un travail. Et la Banque mondiale est là pour soutenir la Côte d'Ivoire. L'école doit répondre à la demande de l'employabilité. Il faut intégrer les jeunes dans tous les secteurs et surtout impliquer davantage le secteur privé dans le recrutement des étudiants, des élèves qui seront formés dans les établissements de Côte d'Ivoire. La Banque mondiale a déjà contribué à mettre en place des plans et surtout pour donner à la Côte d'Ivoire des techniciens, des ingénieurs qui feront d'elle demain un grand pays. Le centre d'Aikin est le fruit du partenariat public-privé réalisé à titre pilote dans le cadre du programme de l'école de la deuxième chance du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il est ouvert aux apprentis, aux artisans, aux diplômés et aux travailleurs. Voilà, et comme on voit, la Côte d'Ivoire capte l'attention. Justement, les sénateurs africains ont porté leur choix sur Kandia Camara pour présider leur association. Elle a été désignée lors du premier colloque des Sénats d'Afrique qui a pris fin ce jour à Yamoussoukro. La nouvelle présidente entend travailler pour le succès des chambres hautes et le triomphe du bicaméralisme sur le continent. Yamoussoukro abritera le siège de cette association. Kadès Sogodogo. Madame Kandia Kamisoko Camara, présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire, est désignée pour assurer la présidence de l'association. Moment de joie à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Le colloque des Sénats d'Afrique s'achève sur une bonne note pour la Côte d'Ivoire. Kandia Kamisoko Camara, désignée par ses pairs pour présider l'association qui vient de voir le jour. Et la présidente de la Chambre haute du Parlement de Côte d'Ivoire n'entend pas se dérober. Notre association constitue désormais un instrument efficace à notre disposition pour renforcer notre contribution à la promotion de la paix et de la démocratie, ainsi qu'au progrès de nos peuples respectifs. Je mesure par conséquent, avec gravité et responsabilité, l'honneur que vous me faites de me désigner pour présider aux destinées de cette association nouvelle, mais pour laquelle tous ici nourrissons des ambitions éclatantes et fortes. Une bonne nouvelle ne venant pas seule. Le colloque des présidents de Sénat d'Afrique a choisi Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, pour abriter le siège de l'association. Et la Côte d'Ivoire est ainsi honorée. Les pays présents au colloque de Yamoussoukro ont salué le dynamisme insufflé par le chef de l'État ivoirien pour le développement de notre pays. Et justement, la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité qui abrite désormais le siège de l'Association des Sénats d'Afrique, reste un bel exemple, un exemple inspirant pour le continent, nous explique Kadès Sogodogo. Le tout premier colloque des Sénats d'Afrique, c'est fini. L'histoire retiendra que c'est la Côte d'Ivoire qui a abrité l'événement et ce n'est pas tout. Le pays se voit honoré avec la désignation de Kandia Kamisoko Camara à la tête de l'Association des Sénats d'Afrique qui découle de ce colloque. Le leadership d'un homme, la force et l'intelligence d'un chef qui conduit son peuple vers le mur. Oui, le charisme du président de la République, Alassane Ouattara, est honoré par ce choix. En Côte d'Ivoire aussi, on a fait preuve de très bonne volonté pour la création de ce Sénat. Il avait le haut patronage du président de la République, il avait la présence effective du vice-président et puis la participation très active de tous les sénateurs et responsables de Côte d'Ivoire. Le siège était choisi par tout le monde, pas seulement le Libéria. Donc j'étais très ravi de choisir la Yamoussoukro comme le siège. Nous remercions le président Alassane Ouattara pour avoir parrainé ce colloque
et mis toutes les facilités à notre disposition pour que nous puissions effectivement atteindre notre objectif, c'est-à-dire l'association est née et nous allons tous mettre ensemble nos énergies pour qu'elles permettent au Sénat d'Afrique de s'imposer comme une force incontournable de développement. Le Sénat de Côte d'Ivoire et sa présidente Kandia Kamisoko Kamara portent un lourd fardeau. Leur responsabilité est grande. Faire du bicaméralisme une réalité partout sur le continent. C'est le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, qui a ouvert le colloque des Sénats d'Afrique. Conclave, panel, communication ont également meublé l'activité. En Afrique, mais aussi en Europe, la Côte d'Ivoire rayonnante séduit. La ville de Vienne, en Autriche, s'imprègne des atouts de notre pays en matière de transformation urbaine. Le ministre ivoirien Bruno Koné-Nabagné a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire. C'était à la 9e édition du Bridge for Cities. Cet événement mondial, vous allez le voir, drainer du beau monde. Sephora Zegui est notre envoyé spécial en Autriche. Construire la ville de demain, c'est penser, réfléchir aujourd'hui pour adopter une planification urbaine résiliente à travers des solutions innovantes. C'est tout le sens de cette 9e édition du Bridge for Cities qui a ouvert ses portes dans la capitale autrichienne autour du thème « Solutions innovatrices pour les villes de demain ». Une occasion pour les 700 participants de ce forum mondial de s'engager dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. La Côte d'Ivoire, pays invité, au regard de ses nombreuses avancées en matière de transformation urbaine maîtrisée, était représenté par le ministre en charge de l'urbanisme, Bruno Nabagné Kone. Il faut savoir qu'un développement urbain maîtrisé, bien géré, c'est de la création de valeur, c'est du développement économique, c'est du bien-être qui est créé pour les populations qui vivent là. Et puis c'est une meilleure protection de l'environnement. Donc nous venons à ces réunions internationales pour nous enrichir de ce qui est fait dans d'autres pays, pour partager notre expérience. C'est comme ça que nous avons évoqué par exemple l'urbanisation très rapide de notre continent et de notre pays en particulier, puisque nous sommes aujourd'hui au-delà de 52-53% de population urbaine en Côte d'Ivoire. Taux qui a été atteint, on peut dire, en une cinquantaine d'années, là où certains pays européens ont mis plusieurs siècles pour être à 50%. Le chef de la délégation ivoirienne, aux côtés de plusieurs de ses homologues du Qatar, de l'Égypte, du Panama et des Philippines, a participé à l'unique plénière ministérielle sur les politiques urbaines nationales. Le ministre Bruno Kone a rappelé les énormes efforts entrepris par la Côte d'Ivoire pour promouvoir une transition urbaine, à savoir un foncier sécurisé, une planification urbaine maîtrisée et des logements décents et abordables. Je peux assurer qu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des bons exemples dans le monde en matière de développement urbain. La difficulté est que nous venons de très loin avec un passif qui est relativement lourd et que nous devons changer les choses en relativement peu de temps. Le Bridge for Cities referme ses portes ce vendredi 11 octobre. Plusieurs rencontres bilatérales sont prévues pour la délégation ivoirienne. Sur place ici en Côte d'Ivoire, la trêve sociale obtenue d'accord parti entre les syndicats et le gouvernement se consolide. Le comité consultatif a été installé. Les deux parties se sont engagés à en faire un instrument au service de la paix sociale. Eugène Atobé. Ils se sont assis, ils ont discuté et le dialogue a triomphé. Aujourd'hui, le comité consultatif de la fonction publique porté ce 10 octobre sur les fonds baptismaux en constitue un doux fruit. Un instrument au service de la consolidation de la trêve sociale qui engage le gouvernement et les syndicats. L'UGTCI, la CSL Dignité, l'UNATERCI, l'Humanise, la plateforme nationale, l'ITSI, la COSIFOP sont engagés comme toutes les composantes de la FESACI-CG, à travailler d'arrache-pied dans le comité consultatif de la fonction publique. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Oloto et Adama Coulibaly sont respectivement présidente et vice-présidente du comité consultatif de la fonction publique. En son sein, 16 membres, dont 8 représentants des fêtières et centrales syndicales, tous nommés par arrêté signé de la ministre en charge de la fonction publique, comme les autres membres issus de l'administration. Un décret signé du président de la République Alassane Ouattara
consacre l'opérationnalité du comité consultatif de la fonction publique, lequel a compétence à se saisir de toutes les questions d'ordre général intéressant les fonctionnaires et agents de l'État. Le chef de l'État, un homme d'écoute, a su favoriser un environnement propice au dialogue. Grâce à son leadership, la trêve sociale est devenue un modèle ivoirien, admiré bien au-delà de nos frontières et suscitant l'intérêt de nombreux pays d'Afrique et du monde. Le comité consultatif de la fonction publique peut commencer son travail dans un contexte où la FESACI, encore dans le bicéphalisme, n'a pas été autorisée à prendre part à la cérémonie d'installation des membres du dit comité, loin d'être une sinécure. Soro Mamadou avertit des questions pointantes, notamment l'harmonisation des primes, les sanctions de 2019 à l'encontre de certains fonctionnaires, les agents du secteur de la santé seront encore inscrites à l'ordre du jour de la première réunion. Voilà, le dialogue porte ses fruits, le travail aussi. La Direction générale du Trésor public vient de tenir justement une réunion pour évaluer le système de management. C'est une initiative du directeur général de la régie financière, Arthur Aoussi. Au 30 septembre, notez que plus de 262 milliards ont été apurés sur la dette aux fournisseurs de l'État et au moins 89 milliards de recettes non fiscales ont été mobilisées sur une prévision annuelle de 115 milliards. Lansene Bakayoko, Jonas Kwadio, le reportage. Cette revue de direction intervient au lendemain de l'adoption du plan stratégique de modernisation de l'administration du Trésor public sur la période 2024-2028. Plusieurs actions déjà réalisées laissent entrevoir l'efficacité du dispositif en implémentation. Quelques-unes, la mobilisation de 89,58 milliards de francs CFA au titre des recettes non fiscales sur une prévision annuelle de 115,81 milliards. Le respect des indicateurs de paiement des dépenses à travers notamment le règlement de 262,58 milliards de francs CFA au titre de la dette fournisseur. Sur les 100 derniers jours, d'autres actions majeures ont été enregistrées, dont les plus significatives tournent autour de l'élaboration des tests d'application du livre de procédure des recettes non fiscales en lien avec le renforcement des dispositifs de veille contre les activités illégales d'appel public à l'épargne. Une autre action significative qui était l'un de nos engagements, c'est la connexion à 50% au moins de l'administration centrale et des EPN à la plateforme digitale Trésor Pay, Trésor Monnaie. Nous avions également pris l'engagement d'apurer au moins 85% dans les délais requis les restes à payer au titre du règlement des créances des fournisseurs de l'État, notamment les PME et les TPE. Les acteurs ont convenu d'affiner le plan stratégique en vue d'améliorer la mobilisation des recettes publiques. Tout est bien qui finit bien. Suite au remous suscité par le déguerpissement des populations installées dans la forêt classée de Bonon en septembre dernier, le gouvernement vient d'arrêter des mesures, entre autres la prise en charge des frais de scolarité des élèves impactés et le financement des projets des jeunes. Il est également envisagé de trouver un site définitif de recasement. Le ministre Amédée Kofi Kwaku, que vous voyez sur place, était en visite et il a échangé avec les populations. Après 4 années d'attente, les populations de Namassi, village du département de Bondoukou, ont désormais un nouveau chef. Abou Ouattara a été intronisé en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Ayoumani et il a appelé à la paix, au vivre ensemble. Herman Niamien pour le reportage. Namassi, village du département de Bondoukou. Jour solennel pour ce village de plus de 2000 âmes. Aujourd'hui, c'est l'intronisation d'Abou Ouattara, le 12e chef du village de Namassi. La cérémonie empreinte des traditions a été rehaussée par la présence du ministre d'État Kobena Kwasi Ayoumani, du corps préfectoral, des autorités coutumières et religieuses. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Namassi, car un chef dans notre tradition est plus qu'une figure d'autorité. Il est le garant de la paix, le défenseur des intérêts de la communauté et le guide qui assure la cohésion sociale. Le choix d'Abou Ouattara à la tête du village de Namassi a été fait conformément aux us et coutumes ancestrales à l'issue d'une consultation populaire.
Abou Ouattara aura la responsabilité de guider et de protéger la communauté tout en perpétuant les valeurs traditionnelles du village. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobina Kwasi Agumani, a exhorté la population à soutenir le chef dans sa nouvelle mission. Vous avez décidé de prendre Nana comme votre chef. Et ce chef que vous avez établi ainsi doit être votre guide. Demain, le chef vous appellera pour prendre des décisions importantes. Quand le chef va dire voici ce qui est bon, que vous allez contre la volonté du chef, cela veut dire que vous avez failli et Dieu ne sera pas content. Donc aujourd'hui, vous devez être tous unis derrière le chef. L'intronisation d'Abou Ouattara, suivie de la remise de son arrêté de nomination, ouvre une nouvelle ère pour le village de Namassi. En tant que garant des traditions, il incarne la continuité d'une longue lignée de chefs qui ont œuvré pour la paix et l'unité au sein de la communauté. La paix est un trésor inestimable. Le prix Nobel de la paix 2024 a été attribué ce vendredi à l'organisation japonaise Nihon Hidankyo, fondée en 1956 et qui regroupe les survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Cette distinction récompense ses efforts pour un monde sans armes nucléaires. Pour le comité Nobel norvégien, l'organisation reçoit le prix pour avoir démontré par des témoignages que les armes nucléaires ne doivent plus jamais être utilisé. Et on va terminer par le sport, football, éliminatoire de la 35e Coupe d'Afrique des Nations. Les champions d'Afrique, les éléphants de Côte d'Ivoire, rencontrent en ce moment même les Sierra-Léonais au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et le score pour l'instant est de 2-1. Bien lancés dans cette campagne, les éléphants champions d'Afrique pourraient signer une troisième victoire d'affilée après leur succès obtenu début septembre dernier et la qualification pour le tournoi marocain se profile déjà. Pourquoi pas? On croise les doigts et on l'espère. On va fêter tout à l'heure cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est sur cette note heureuse, oui, je l'espère bien, que ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Coulibaly. Moi, je vous dis à très bientôt. N'oublions pas, promouvons toujours la paix partout, sans relâche.